Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal du samedi 11 juillet. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Confortement des pignons dû à la démolition de l'ancien Logimob. Retour à la normale après le confinement pour la société Norail. Découverte de la nouvelle exposition au musée intitulée « Tout va bien, Monsieur Matisse ». L'antenne est à vous donnera la parole à l'Office du tourisme. Point presse sur le déroulement des festivités de la Saint-Mathieu. Et nous finirons ce journal avec l'organiste de l'école de musique. Dans l'épisode Déconstruction de l'ancien bâtiment Logimob, vous avez peut-être rencontré quelques difficultés pour vous circuler et stationner cette semaine. Sachez que l'entreprise Eiffage doit effectuer un renforcement du pignon suite à la démolition de l'ancien magasin de meubles. Afin de mener à bien le chantier, un arrêté municipal a été mis en place interdisant la circulation et le stationnement de tous les véhicules. Cet arrêté s'appliquera de nouveau le mercredi 15 juillet à partir de 6 h et se terminera le jeudi 16 juillet à 18 h, rue Charles-Sédoux et aux angles de la rue des Digues et de la rue de la République. Je laisse tout de suite la parole au chef du chantier. Oui, bonjour, Anthony Lucha, Société Eiffage Génie Civil. Je suis conducteur de travaux sur l'opération du renforcement du pignon rue Sédoux. Les travaux consistent à renforcer le pignon mitoyen suite à la démolition de l'ouvrage qui avait été fait juste à côté. Donc là, on est en train de mettre en place des poteaux de 15 tonnes qui vont servir de confortement béton armé pour maintenir le pignon tout simplement. Donc l'opération consiste à mettre, comme je vous l'ai dit, 3 poteaux de 15 tonnes cette semaine. Et la semaine prochaine, on viendra mettre des poutres qui amélioreront la stabilité du pignon. Donc pour organiser ce type d'opération, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce qui est arrêté de circulation, bien évidemment, pour éviter au maximum les impacts sur les riverains et les commerçants. Donc on a démarré depuis ce matin 6 h et puis on espère finir aujourd'hui si tout se passe bien. Bien évidemment, la configuration du site, dont le passage de la rivière, nous a obligés à déplacer légèrement la grue, les systèmes de levage et de stockage, pour éviter d'impacter trop l'ouvrage qui est en dessous. Donc on est parti sur une 200 tonnes, là vous avez une grue qui c'est une 200 tonnes. Là on est quasiment à 21 mètres et on porte 16 tonnes. Aujourd'hui on a 5 personnes. Pour la société Eiffage Génie Civil. Ouais. Il y a quelques années j'ai participé au viaduc du Cateau-Cambrésis, donc à l'entrée du village. Et puis ce type d'opération, on a fait la même chose il y a quelques années sur Roubaix. Donc toujours en centre-ville, c'est des confortements qui ont eu lieu très régulièrement dans les centres-villes de grandes villes tout simplement. Vous connaissez sûrement la société Norail. C'est l'une des entreprises les plus importantes au Cateau-Cambrésis. Alors forcément, lorsque les 114 salariés de la firme se sont retrouvés confinés, ça a été un coup dur. André Biangou est parti en immersion dans l'entreprise avec monsieur Charles Blangis, président et directeur général de la visserie, boulonnerie, quincaillerie pour les pros, afin de savoir comment ils ont réussi à gérer cette période de confinement. Bonjour Charles. Oui, bonjour André, bonjour Beffroi. Alors nous sommes venus jusqu'ici à Norail, c'était pour savoir un tout petit peu comment cette période de confinement a été gérée ici, quoi. Ça a été, si je veux revenir en arrière, ça a quand même été brutal, je pense, pour tout le monde, et nous les premiers, parce que quand on a eu l'annonce du président qu'il fallait faire le confinement,
On s'est posé beaucoup de questions parce qu'on savait pas où on allait, combien de temps ça allait durer, etc. La chose que je peux dire, c'est qu'avec mon fils David, on a réagi très rapidement. C'est-à-dire que on avait la chance d'avoir des masques qui nous restaient d'une dernière pandémie qui remontait à 8-10 ans. Donc j'en ai même donné. J'ai été en déposé à la gendarmerie pour qu'ils puissent en distribuer d'ailleurs à toutes les infirmières du Cateau parce qu'on savait qu'il y avait une pénurie de masques, etc. J'en ai même déposé aux infirmières. Et nous, on a pu en profiter. C'est-à-dire qu'on a pu mettre en place rapidement toutes les mesures sanitaires, que ce soit les masques, le gel, etc. Bien entendu, il y a eu une période d'interruption, puisque c'était obligatoire qu'il y ait une interruption. Ensuite, un peu à la fois, le gouvernement a autorisé pour certaines professions à continuer économiquement. Ça a été notamment le cas pour les magasins de bricolage, mais les magasins de bricolage tournés vers le professionnel, qui pouvaient alimenter soit les artisans en drive ou au comptoir, avec toutes les mesures sanitaires à respecter, bien entendu. Donc, après cette période de 15 jours où on a été complètement fermé, nous, par équipe, avec un personnel restreint, on a continué à travailler. Bien sûr, en prenant toutes les mesures sanitaires relatives pour qu'il n'y ait pas de pandémie et qu'il n'y ait pas d'incident chez nous. Donc, on a vécu à la fois une crise, pas comme tout le monde, je dirais, parce que on a continué. Alors, pas tout le monde. J'ai eu des gens en télétravail, bien entendu, mais une partie du personnel, surtout dans les ateliers de conditionnement et de préparation de commandes, qui ont continué à tour de rôle à travailler avec toutes les mesures que je viens d'indiquer. Ceci dit, il y avait du petit chômage partiel, c'est ça? Bien sûr, il y a eu une période de chômage partiel, notamment pour les bureaux, qui était soit en partie en télétravail ou en chômage partiel. Et de la même manière pour les ateliers, j'ai pas pu, continuer à occuper l'ensemble du personnel des ateliers complètement. On faisait des roulements, des personnes venaient travailler, d'autres étaient en chômage partiel. Ouais, ça, j'ai pas pu faire autrement. Voilà. Donc ça a duré pendant toute la période d'avril-mai, mars, avril, mai. Ça a monté en puissance quand même parce qu'un peu à la fois le gouvernement, comme vous le savez, économiquement, c'était assez perturbant, je veux dire. Économiquement, la France a quand même, on le voit avec le PIB qui en recule de, je sais plus combien, moins 15%, etc. Donc, il fallait qu'ils autorisent, qu'ils tolèrent un peu des réouvertures, un peu à la fois de certaines professions, bien entendu, en prenant toutes les précautions nécessaires au niveau du sanitaire. Puis ensuite, le 11 mai. Le déconfinement, effectivement. Donc, le déconfinement, écoutez, nous, ça a été assez facile de rentrer dans le déconfinement parce que, comme je viens de le dire, on n'a jamais été confiné complètement. Donc, le déconfinement, on n'a pas dû prendre des mesures comme certaines entreprises ont dû prendre pour rééduquer le personnel, etc. Nous, ça a été une continuité en somme. Le déconfinement pour nous, ça a été une continuité parce qu'on a eu la chance de pouvoir continuer à travailler. Donc, alors, ce qui est surprenant, c'est que bien entendu, on a subi une crise qui est, comme dans beaucoup de professions, très grave. C'est-à-dire que au mois d'avril, on était à moins 60% de notre activité normale. Au mois de mai, ça commençait à bien remonter, on n'était plus qu'à moins 30, quelque chose comme ça. Et une chose incroyable, c'est qu'au mois de juin, alors qu'on avait été au chômage partiel les mois précédents, au mois de juin, on a dû faire les postes dans mes différentes sociétés du groupe, que ce soit à Norail, au Cateau ou à Intergès, à Nancy, parce qu'on avait énormément de travail. Les conséquences de ça, on le sait, c'est que vous comme moi, comme beaucoup de personnes, pendant ce confinement, on fait des menus travaux chez eux, ils ont bricolé comme on dit, et le bricolage, ils sont venus vider les magasins pendant le confinement qui était alimenté que partiellement. Et dès qu'il y a eu le déconfinement, tous les magasins ont passé des commandes parce qu'ils n'avaient plus rien dans leur magasin, et ça nous a obligés à faire des postes, etc. Donc là, on peut dire que à fin juin, puisqu'on vient de terminer le mois de juin,
on a réussi à Norail à quasiment rattraper tout le retard qu'on avait pris pendant le confinement. On est quasiment revenu au même chiffre d'affaires que l'année dernière. Vous n'avez pas eu l'idée pendant le confinement de faire du drive? Alors, nous, le drive, on peut pas le faire parce que nous, on livre des magasins. D'accord. Hein, c'est pas comme un magasin qui, le personnel vient en magasin acheter et peut faire du drive comme ça s'est beaucoup produit durant le confinement. Nous, on livre des magasins de bricolage. Hein. Nous, on est distributeur, on appelle ça distributeur, c'est-à-dire qu'on livre tous les magasins de bricolage, que ce soit les magasins Gélimat, Mat-Nord, les Big Mat, les magasins Tout Faire, les Leroy Merlin, et j'en passe. Quels sont les commentaires qui reviennent souvent du personnel? Alors, c'est bien d'en parler du personnel parce que on a entendu à la télé, etc., que certaines personnes qui avaient été en confinement avaient eu un certain mal il y avait eu un petit peu un choc psychologique, un petit peu cette rupture, un petit peu d'isolement, pas travailler, pas voir la famille, etc. Et chez nous, l'effet qu'il y a eu plus ou moins une continuité du travail, d'abord j'ai pas eu de cas psychologique entre guillemets dans mon groupe, hein, quelles que soient les sociétés, que ce soit la société qui se trouve à Noyon, la société qui se trouve à Nancy ou au Cateau. D'abord, on n'a pas eu de cas de corona. Ça, c'est déjà la première chose. Ni dans le personnel, ni dans les familles proches. Alors qu'on était quand même les Hauts-de-France, avec Noyon qui a été quand même qui a été visé en premier, et puis la Meurthe-et-Moselle où j'ai l'usine à Nancy, j'ai pas eu de cas, donc on a échappé un petit peu, je dirais, à ça, parce que c'est sûr que si on avait eu un cas de corona dans l'entreprise, ben après ça bloque tout, tout le monde est mis en quarantaine, etc. Enfin, je veux dire, ça se serait propagé, puis ça aurait été très compliqué à gérer à tout niveau. Donc actuellement, ils ont dit ouf, on est revenu, on n'a pas, ils sont contents de. Ouais, les gens, c'est sûr, sont contents de revenir, hein, d'une manière générale, parce que c'est vrai que le confinement, c'est bien un certain moment, mais bon, c'est bien qu'un certain moment, disons, donc ils sont contents de revenir au travail, de retrouver un équilibre, on va dire, un équilibre de vie, un équilibre. Voilà, certes, il y a la vie familiale, il y a les loisirs, mais il y a le travail aussi. S'il n'y a pas le travail, malheureusement, il manque quelque chose dans la vie. Dans la vie. Oui. Est-ce que nous avons fait le tour ou il y a encore des... Non, je pense que cette crise, qui est une crise importante, puisqu'on n'avait pas subi ce genre de crise depuis 1929, hein, aussi forte. Hein. Moi, je tiens quand même à féliciter un petit peu, quoi qu'on en dise, le gouvernement, même s'il y a eu le problème des masques qui ont été un sacré problème, mais c'est un héritage que le gouvernement a eu, puisque c'est les gouvernements précédents qui ont pallié un petit peu à ce manque de masques en pensant qu'il n'y arriverait plus rien en France, etc. Bon, c'est une bonne leçon d'ailleurs de savoir qu'il faut faire du préventif, hein. Je pense que c'est vraiment une bonne leçon, et je pense qu'ils ont quand même été bons dans tout ce qui est sanitaire quand même. Moi, je trouve que ils ont pris les mesures et puis nécessaires, et puis économiquement, il faut dire que moi, en France, d'ailleurs ils l'ont dit à la télé, mais on le dit pas assez souvent, c'est le chômage partiel, c'est en France où ça a été le mieux indemnisé. Oui, c'est en France où ça a été le mieux indemnisé, c'est-à-dire que les gens n'ont quasiment rien perdu dans le chômage partiel, je veux dire. C'est quand même extraordinaire. Et nous, en tant qu'entreprise, ça nous a aidés quand même là-dedans, parce que s'il avait fallu subir, je veux dire, payer les salaires, etc., je peux vous dire que ça serait une catastrophe. Et comme beaucoup d'entreprises, on a dû faire des emprunts. Hein. Moi, le premier, j'ai dû faire un emprunt important durant ce confinement, parce que sinon j'aurais pas su payer à la fois mes charges fixes qui continuent à courir, etc. Donc je pense que alors il y a toujours des erreurs, hein, je veux dire, surtout que c'est la première fois que ça arrive, ce genre de choses, j'irais, mais moi je trouve qu'en France on s'est pas trop mal débrouillé quand même, et puis a priori on voit les résultats aujourd'hui, on espère tous qu'il n'y aura pas un deuxième confinement, parce que là je pense que ça serait quand même assez grave économiquement, hein, parce que en parlant d'économie, moi je suis à la chambre de commerce du Grand Hainaut,
Et on sait que la reprise va pas être facile pour beaucoup de commerçants, d'artisans, de PME, etc. à la rentrée, parce que il va y avoir cette période de vacances où il y a les congés payés à payer, où c'est un peu plus ralenti, etc. Et on s'attend malheureusement, je pense, un peu de dépôt de bilan assez important à la rentrée, malheureusement. Voilà. Rien que pour Norail, s'il y avait une conclusion à faire. Une conclusion à faire, c'est que je pense en étant réactif, c'est surtout il faut être réactif dans beaucoup de choses. Donc nous on y a été d'une manière sanitaire pour nous permettre de continuer à travailler. Et donc voilà, je pense que il faut être proche des gens aussi. Donc ce qu'on a essayé de faire, etc. pour les rassurer, parce que les gens avaient besoin quand même d'être rassurés. On se demandait tous ce qui nous arrivait, ce microbe, qu'est-ce qu'il allait nous faire, jusqu'à quel point il pouvait nous atteindre, etc. Donc il a fallu rassurer les gens quand même, puis montrer qu'on était là également, et puis qu'on n'avait pas peur, et que si on prenait toutes les mesures nécessaires sanitaires, que on avait pas beaucoup de chance d'être d'avoir le microbe. Un petit mot pour les salariés. Comment? Un petit mot pour les salariés? Oui. Moi, je tiens à les remercier parce que c'est vrai que les salariés ont fait preuve de, ils ont pas eu peur. Ils auraient pu se dire, oh là là, il y a le virus qui est là, qu'est-ce qui va nous arriver, etc. Parce que, comme je venais de le dire, on a continué à travailler. Et finalement, non, ils ont pas eu peur. Ils nous ont suivis et donc ça, franchement, je les remercie parce que c'est vrai que j'ai pas eu de problème à ce sujet. J'ai eu aucun problème avec les salariés. On est vraiment tous dans le même bateau et là on l'a bien prouvé. Tout le monde a bien suivi et c'est vraiment formidable. Merci. De rien, merci à vous. Tout va bien, monsieur Matisse. Ce titre, qui, dans les conditions actuelles, peut ressembler à une antiphrase, n'en est pas une. En effet, l'exposition qui devait débuter le 4 avril a été reportée au samedi 11 juillet. Le musée est déconfiné et les œuvres sont toutes arrivées. Au programme de cette exposition, 8 artistes contemporains vont nous montrer leur façon de voir Henri Matisse à travers leurs œuvres. Matisse est-il toujours une source d'inspiration pour ses pairs? Vous le saurez en allant découvrir cette toute nouvelle exposition. Il n'y aura malheureusement pas de vernissage, mais certains artistes seront présents lors des Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront les 19 et 20 septembre prochains. L'entrée est toujours gratuite pour les Cartésiens et les personnes ayant moins de 26 ans. Alors allez-y. Tout va bien, monsieur Matisse. C'est un titre d'exposition un peu décalé, vu le contexte du confinement qui a impacté l'ouverture de celle-ci, qui aurait dû initialement être découverte le 4 avril. Et donc les équipes s'activent depuis plus de 3 semaines pour vous la proposer le samedi 11 juillet. C'est une exposition donc qui rassemble 8 artistes qui sont les héritiers de Matisse, à la fois pour la couleur, pour le motif décoratif, pour les gouaches découpées. Donc 8 artistes qui sont donc dans le sillon du maître de la couleur cartésien. Et donc cette exposition durera jusqu'au 17 janvier. Dans ce cadre, nous aurions dû recevoir en avant-première les commerçants de la ville lors d'un petit déjeuner de manière à ce qu'ils découvrent cette exposition. Nous allons faire en sorte de reporter cette manifestation par la suite à partir de la rentrée. Et en attendant, donc, nous avons réalisé des supports de communication qui seront à votre disposition, que vous soyez particulier, responsable d'association, commerçant ou autre. Vous avez donc des affiches, 2 affiches qui seront proposées sur cette exposition. Une affiche de Ben, qui est un artiste réputé qui a travaillé sur la couleur, le noir et blanc, très humoristique et donc duquel on a extrait le titre. Donc tout va bien, monsieur Matisse. Il s'agit donc d'une œuvre de l'artiste Ben. Donc vous aurez également pour les commerçants des sets de table qui sont à votre disposition. Donc simplement nous prévenir à l'accueil pour qu'on vous les réserve. Et puis pour chacun d'entre vous également des marque-pages, des petits flyers. Je vous rappelle que les Cartésiens, l'entrée est gratuite au musée. Donc n'hésitez pas, on remet en place la médiation d'ici une quinzaine de jours. Des
des ateliers pendant les vacances qui seront sécurisés avec les normes sanitaires. Donc on vous attend nombreux au musée Matisse à partir du 11 juillet. Et dans le cadre des Journées du patrimoine, le 19 et le 20, nous allons solliciter les artistes de l'exposition de manière à ce que vous ayez un temps d'échange avec eux. Enfin, tout à fait, l'exposition Tout va bien Monsieur Matisse, une exposition que nous devions ouvrir le 4 avril et avec le Covid, malheureusement, les œuvres ont été bloquées dans différents pays, donc nous avons dû attendre la réouverture de certaines frontières pour pouvoir faire circuler les œuvres qui sont arrivées donc en grande partie cette semaine. Alors la difficulté effectivement dans le cadre du montage de l'exposition, c'était l'attente, puisque les œuvres étaient bloquées, donc il fallait attendre les différentes autorisations d'ouverture des frontières. C'était effectivement un impact très fort. Et puis l'exposition a été chamboulée en amont, bien avant le Covid, dans sa préparation, puisque l'artiste Marco Del Rey est malheureusement décédé très rapidement, donc l'exposition lui est dédiée en son hommage. Donc la conception s'est réalisée notamment avec Madame Mag au niveau de la muséographie et la création de la vitrophanie. Alors autant d'artistes et autant d'œuvres, puisqu'on est sur une vision très colorée et très différente aussi de ce qu'on peut attendre en art contemporain pour le grand public. Donc c'est une invitation à redécouvrir finalement la filiation maticienne à travers des jeunes artistes et aussi des artistes très connus comme Ben Vautier notamment ou Hero, un artiste islandais très connu pour la bande dessinée. Alors, leur vision, effectivement, au pluriel, il y a un panorama qui est très très varié. On est sur parfois de la copie d'œuvres de Matisse. On est parfois sur une filiation beaucoup plus subtile, avec le travail des tissus maghrébins, des vues aériennes, que ce soit la Corse, Tahiti, et des œuvres très poétiques que nous avons placées dans le parc de Frédéric Bouffando, qui sont presque comme des papiers découpés qui sont venus se poser d'une manière très aléatoire et naturelle. Nous allons attendre, je crois, un public très surpris parce que c'est un angle nouveau pour le musée Matisse de découvrir des artistes contemporains sous ce prisme-là. Et également des clins d'œil très jolis que nous avons placés dans le parcours permanent Matisse. Donc redécouvrir aussi ce parcours permanent par des artistes de l'exposition temporaire qui sont venus comme ça mettre des petits clins d'œil dans le musée. Alors les précautions, actuellement nous sommes avec des mesures bien particulières puisque nous sommes ouverts pour le moment que de 14h à 18h, que le masque est obligatoire, en sachant que le parcours, le sens de visite a été clairement fléché. Et nous demandons à nos visiteurs de venir le moins chargé possible en sac à dos et en vêtements puisque les vestiaires ne sont plus accessibles à cette époque. Effectivement, il est recommandé de prévenir l'accueil du créneau horaire et de la date de votre visite, puisque nous sommes plafonnés un certain nombre de visiteurs à un instant T. Et donc, dans ce cadre-là, nous recommandons de réserver. L'Office du tourisme reprend du service pendant les vacances. De nouvelles visites guidées vous seront proposées dans tout le Catésie-Caudrésie. De juillet à août, découvrez votre ville. La balade dure entre 1h et 1h30 et le tarif est de 5 € par personne. N'hésitez plus et foncez réserver vos places. Alors, les visites vont reprendre cet été sur le Cateau Caudrier-Cambrai. Donc, Cambrai, on a déjà le service patrimoine qui s'en occupe. Et donc, nous, ici, sur le Catésie-Caudrésie, on a prévu des visites le vendredi au Cateau et le mercredi à Caudry. On a 3 thèmes qui sont sortis du lot. On commence avec le parc Fénelon, le vendredi 10 juillet à 15h. On aura une petite visite du centre-ville, mais une visite différente, puisqu'on va essayer d'adapter aussi aux conditions du coronavirus. Et puis le site des Ukrainiens, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de présenter, le 24 juillet. Voilà, avec une reprise de ces visites-là au mois d'août, donc le 7 août, le 14 août et le 21 août. Et donc pour Caudry, on profite un petit peu de l'occasion puisque malheureusement le circuit Art Déco n'a pas pu avoir lieu pendant la période de l'Art Déco en avril-mai.
Donc on va proposer cette visite qui était prévue à Caudry sur la présentation de l'ancienne piscine Art déco. Donc avec un petit circuit qui va partir du centre-ville, on part du monument aux morts et on va se diriger par donc des rues qui sont typiques de cette ambiance Art déco à Caudry avec ces petits ateliers qui étaient construits au milieu des maisons. Donc, quels sont les tarifs des visites et quelles sont les conditions aussi? Alors, donc les conditions, c'est réservation obligatoire. Hein, donc déjà, comme ça, vous serez mis au courant des conditions de visite. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment toutes les directives. On ne sait pas encore s'il faudra un masque, s'il faudra des distances de sécurité. Hein, donc ça, on va le savoir bientôt. Donc ces visites sont prévues sur 1 heure, bon, sachant que moi je dépasse toujours, hein, donc tablez plutôt sur 1h30 si jamais vous avez un train ou un bus à prendre. Donc réservation obligatoire et c'est 5 € par personne, hein, tarif unique. Rien d'autre à ajouter? Je ne pense pas. Donc les réservations se font à l'office de tourisme du Cambrésis, hein, donc pour les personnes qui connaissent, on est en face de l'hôtel de ville. Numéro de téléphone 03 27 84 10 94 et vous avez aussi accès au site internet de l'Office du Cambrésis. C'est un véritable crève-cœur pour tous les Cathésiens attachés aux festivités de la Saint-Mathieu. Mais malheureusement, cette année, les inaugurations, concerts et l'emblématique défilé n'auront pas lieu. Mais heureusement, vous pourrez toujours vous réconforter en prenant un ticket pour aller faire un tour de manège. Ou alors flâner à la foire, danser au son du carpodium et admirer les illuminations des feux d'artifice. Je laisse tout de suite la parole aux conseillers municipaux en charge de cet événement qui vous parleront également de la réouverture à la location des salles municipales. Eh bien, bonjour à Belfort-Vision. Donc, nous voilà réunis aujourd'hui avec mes collègues Jean-Claude Legrand et Françoise Campin pour vous faire part des décisions qui ont été prises avec Monsieur le maire suite au Covid-19 et puis toutes les réglementations, les protections et les doutes sur l'avenir des festivités qu'il y avait sur le Cateau habituellement. Donc voilà, nous avons pris des dispositions particulières compte tenu du Covid-19 et donc on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui, de façon à ce que chacun ait une information claire, la plus claire possible, et puis voir également annoncer ce que l'on a prévu dans le cadre de l'allocation des salles, dans le cadre des festivités de la Saint-Mathieu, puisque, vous savez bien, on est contraint à des choses très précises, on n'est pas libre de nouveaux mouvements, et sachant que le Covid est toujours là, le virus circule toujours, donc les préconisations gouvernementales sont là, donc on est obligé de les appliquer. Voilà. Donc on a essayé de faire le mieux possible afin d'organiser ces moments, mais tout en respectant les règles sanitaires obligatoires. Donc suite à l'autorisation de Monsieur le maire, donc les salles sont remises en location à partir du 18 juillet, concernant les week-ends du 18 juillet, 25 juillet et 2 août. Ça ne concerne que les salles Jules Mériot et Jean Durieux, puisque la salle Jean Avray est en travaux. C'était nécessaire de le faire, donc on attend avec mon collègue M. Monarelli le top de fin de travaux pour faire une réception, et puis de pouvoir la remettre en location. Donc, suite à la demande de M. le maire, et suite au Covid-19, ces salles sont assujetties à une acceptation de protocole sanitaire spécifique préalable. Donc les associations devront signer cet accord de protocole sanitaire avant de pouvoir accéder aux salles. Ça, c'est une demande de M. le maire. Comme vient de dire Joseph, le Covid circule toujours et on doit quand même toujours faire attention. Ensuite, toutes les salles seront fermées pour vacances du personnel du 3 août jusqu'au 28 août. Et nous aurons une reprise des locations à partir du 29 août. Le foyer de Grémont est aussi réouvert sur ces mêmes périodes. Comme nous sommes engagés auprès des associations, celles-ci seront invitées le mercredi 9 septembre à 18 h au théâtre municipal pour respecter la dispensation pour la réunion d'occupation du théâtre. Alors je dis bien pour la réunion d'occupation du théâtre, période de septembre 2020 à juin 2021. Donc je remercie toutes les associations qui ont déjà envoyé
un document en disant on souhaiterait, j'ai bien dit, on souhaiterait avoir telle date, ça nous permet déjà d'établir un pré-calendrier pour cette réunion. Et nous espérons pouvoir reprendre avec mes collègues le rythme habituel des réunions pour les associations en février 2021, pour la période juillet 2021 à juin 2022. Mais ça, il faut attendre l'évolution de la situation. La Saint-Mathieu, eh bien la Saint-Mathieu, oui, effectivement, monsieur le maire a pris la décision de faire la Saint-Mathieu. Donc, je vais commencer par la fête foraine, parce que c'est le début de la Saint-Mathieu. Les forains arriveront progressivement à partir du 15 septembre pour leur installation. Il y a beaucoup de modifications. Le vendredi 18 septembre, ouverture de la fête foraine, mais suite à la crise sanitaire, il n'y aura pas d'inauguration, donc pas de tour gratuit. Parce que monsieur le maire a pensé, et on est d'accord avec lui, que ce tour gratuit amalgame beaucoup d'enfants autour. Les enfants se pressent pour pouvoir monter au niveau des manèges. Et en fait, les gestes barrières que les forains mettront en place ne seront pas respectés. Donc on a dit, pas d'inauguration, pas de tour gratuit. Mais il y a d'autres choses derrière. Samedi 19 septembre, là c'est une des nouveautés, les forains de la ville, les forains et la ville, espèrent pouvoir tirer un feu d'artifice, c'est une première. Financement de ce feu d'artifice, 50% pour les forains, 50% pour la ville. Ça a été passé en conseil municipal. Et il y aura une nouvelle animation de la ville le 19 septembre, Joseph. La fête aura lieu de façon traditionnelle, bien entendu. Par contre, compte tenu des circonstances actuelles, le défilé n'aura pas lieu. En contrepartie, nous allons essayer de mettre en place des animations qui vont, disons, compenser partiellement ce non-défilé, sachant que l'on va essayer d'animer la ville dans la mesure du possible. Tout n'est pas finalisé à l'heure d'aujourd'hui, puisque les groupes ou les animations possibles ne sont pas encore validés. Donc nous reviendrons vers vous pour vous en parler plus certainement. Quoi qu'il en soit, donc, Foire Saint-Mathieu de façon traditionnelle dans des conditions un peu particulières, pas de défilé cette année. Charge à nous l'année prochaine de reprendre le défilé si tout ira bien et que les conditions sanitaires redeviennent normales. Je l'espère de tout cœur, mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, il faut savoir que c'est un défilé qui a été depuis des dizaines d'années traditionnel, mais compte tenu des circonstances, nous n'avons pas souhaité prendre le risque de rassembler beaucoup de gens, sachant qu'il y a des groupes en nombre qui viennent habituellement, sachant qu'également à certains secteurs de notre ville, des rassemblements importants se font, ce qui est normal dans un cadre d'affilée, et puis surtout le rondeau final où on avait une concentration conséquente de personnes. Donc pour toutes ces raisons, nous avons préféré ne pas faire de défilé cette année. Alors la suite de la fête foraine, pour être dans l'ordre chronologique, le 23 septembre, c'est un mercredi, donc matinée enfantine à tarif réduit offert par les forains. Là, il n'y a rien de changé. Et comme d'habitude, la ville remettra, sur présentation du livret de famille, un bon pour un tour gratuit pour les écoliers cathésiens. C'est la règle habituelle, il n'y a absolument rien de changé. Ça ne bouge pas du tout. Voilà, moi je vous parle un petit peu de la foire Saint-Mathieu que nous avons souhaité maintenir, bien sûr sous réserve évidemment de tout ce qui arrivera, les informations qui nous parviendront par la suite. Nous maintenons donc la foire Saint-Mathieu et la foire d'antan, accompagnée de la foire d'antan, nous y tenons beaucoup. Nous respecterons évidemment tous les gestes barrières et le protocole qui nous sera imposé, tout cela en fonction évidemment, comme on vous l'a dit depuis le début, des informations qui nous parviendront. Voilà, on fera tout notre possible pour maintenir cette foire dans les meilleures conditions possibles. Il y aura peut-être des adaptations, des changements d'exposants. On regroupera certainement les exposants pour qu'il n'y ait pas de vide. Par contre, entre chaque exposant, il y aura probablement une distance à respecter. Et voilà, pour le moment, nous attendons les dernières informations pour mettre en place le protocole définitif. Dans la rue Jean Jaurès, nous avons souhaité, à partir de la Poste, parce que vous savez qu'il y a un étranglement, après la Poste, vous avez un étranglement de la rue, il y a quelques exposants qui ont l'habitude de se mettre là. Et donc, nous souhaitons, nous ferons en sorte qu'il n'y ait des exposants que d'un seul côté,
pour pouvoir justement laisser libre accès déjà au service des pompiers et qu'il y ait moins de concentration de personnes sur une même surface. Voilà. Le masque, normalement, le masque sera certainement recommandé, mais tout ça, après, nous le définirons plus tard. Le masque recommandé, éviter, pour le moment, c'est toujours en cours, les regroupements de plus de 10 personnes, etc. Voilà. Et il faudra, malheureusement, cette année, c'est comme ça, c'est malheureux, mais si on veut maintenir cette foire, il faudra absolument respecter ce qu'on aura comme protocole à respecter. Voilà. Je voudrais quand même également souligner le fait qu'habituellement, à la maison de retraite, nous avions un concert en direction des personnes âgées. Ce concert, donc, qui est fait alternativement par l'harmonie et la castellane, cette année, pour des raisons évidentes, nous n'avons pas souhaité reconduire cette opération. Sachant que, effectivement, les responsables du centre hospitalier n'ont pas souhaité non plus cette manifestation pour toujours les problèmes de concentration. Néanmoins, on essaiera de combler cette lacune par une autre petite manifestation, mais ça je vous en parlerai ultérieurement, dans le sens où ça n'est pas non plus finalisé. Également, dans le cadre des festivités de la Saint-Mathieu, donc pas de concert à la résidence Automne. Également, ce qu'on appelle traditionnellement le concert de Raccourc de la Ducasse n'aura pas lieu, puisqu'il avait lieu habituellement au théâtre municipal vers 16h, 17h. Et là également, cette année, nous avons pris la décision de ne pas le faire. Charge à nous également de reproduire quelque chose de qualitatif ultérieurement pour compenser ce non-concert. Je sais que beaucoup de cathésiens l'attendaient parce que ça fait partie du patrimoine des Ducasses du Nord-Pas-de-Calais. Donc je pense que c'était... mais voilà, une fois de plus, compte tenu des circonstances, on a souhaité, on a pris la décision de ne pas le faire. Je reviens également sur le week-end du 19. Donc là également, je vous avais parlé d'animation. On a pris contact avec des gens qui vont pouvoir animer de façon différente cette foire, cette Saint-Mathieu, de façon à la rendre toujours aussi attractive et la rendre joyeuse, puisque par définition, une Ducasse, c'est pour faire la fête. Donc un carpodium sera certainement installé. Le lieu précis vous sera communiqué allemand, et je pense qu'il sera exposé au manège, de façon à apporter une animation supplémentaire. Donc je parlais d'animation en voilà une. Également, pour compenser nos défilés le week-end suivant, donc nous allons apporter quelques animations complémentaires à ce que les forains vont vous proposer. Mais quoi qu'il en soit, sachez que tout sera mis en œuvre pour que les fêtes de la Saint-Mathieu soient festives, soient agréables, et que chacun puisse trouver son bonheur. Et puis le fait de faire du manège, de pouvoir se restaurer, de faire fonctionner nos commerces locaux, parce qu'ils en ont besoin. Et donc je pense que c'est aussi le moment de faire travailler nos cafetiers, nos restaurateurs, et puis les marchands forains, et également les métiers des industriels forains, de façon à ce que cette fête de septembre 2020 ne soit pas ternie par la noirceur des semaines que l'on vient de passer. Alors pour terminer sur ce sujet, donc le dimanche 27 septembre, malgré qu'il n'y ait pas de concert de Racroc, les forains vous proposons une animation surprise. Alors ils m'ont demandé de ne pas vous le communiquer maintenant, mais vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très important des grands et des enfants. Vous verrez que c'est vraiment super ce qu'ils ont fait cette année. D'une part, ils ont déjà mis beaucoup d'argent sur le feu d'artifice, 50% déjà du tir par rapport à nous. Et puis, ils espèrent toujours pouvoir faire la tombola. Mais ça, c'est encore en discussion, parce que la tombola ramène du monde, et forcément, les gestes barrières, c'est toujours difficile. Mais il y a une grosse surprise le dimanche 27. Donc, mes amis cartésiens, si vous avez des amis tout autour, venez très nombreux le 27, comme les autres jours, comme le 19, comme aussi pour la foire Saint-Mathieu. Le 26, le samedi 26, voilà. Comme a dit Joseph, on a essayé tous les trois de faire quelque chose en sorte que
Voilà, on remplace et on améliore encore là, Saint-Mathieu. Joseph, le mot de la fin? Je dirais simplement que, effectivement, conditions exceptionnelles pour cette année, pour les festivités de la Saint-Mathieu, comme je viens de le dire. Mais voilà, tout va être mis en œuvre. La ville va faire un effort dans les domaines du possible, bien entendu, pour que cette fête soit une fête. Et que l'on oublie un petit peu les semaines difficiles que l'on vient tous de passer. Mais, bien entendu, sous réserve qu'une nouvelle vague n'arrive pas, que tout aille, comme on l'espère, dans le bon sens. Mais quoi qu'il en soit, donc les festivités de Saint-Mathieu, du 19 septembre au 27 septembre, auront bien lieu, avec les conditions particulières de 2020. Venez nombreux. Mettons-nous au diapason pour clôturer ce journal avec un peu de musique. Cette semaine, notre caméraman Claude Delcourt est allé à la rencontre de Monsieur Jean-Michel Bachelet, professeur d'orgue à l'école municipale de musique. Ce passionné vous parlera de son cursus musical et vous présentera son instrument. À vos partitions, la leçon du maestro va commencer. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la classe d'orgue de l'école de musique du Cateau. Voilà, je m'appelle Jean-Michel Bachelet et j'enseigne l'orgue donc au Conservatoire du Cateau depuis 1993. Voilà, j'ai débuté évidemment, mais ce n'est plus une obligation maintenant, par le piano dès l'âge de 6 ans. Et ensuite, dès que j'ai eu suffisamment de compétences au clavier, je me suis mis au pédalier et aussi une taille physique suffisante, comme vous allez pouvoir le voir. Avec cet instrument, j'ai travaillé l'orgue avec plusieurs professeurs à Nancy et puis à Conservatoire de Cambrai évidemment. Et après toutes mes études, eh bien, je me suis donc dirigé vers le professorat et j'enseigne au Conservatoire de rayonnement départemental de Cambrai depuis 90, donc 93 au Cateau. C'est une création de classe à l'époque qui fonctionne toujours très bien. Nous avons en permanence une dizaine d'élèves. Et donc nous enseignons sur cet instrument que je vais vous présenter et aussi sur l'orgue de l'abbatiale. Alors cet orgue est un orgue d'étude, hein, ce n'est pas un vrai orgue, puisque un vrai orgue fonctionne avec des tuyaux. Ici ce sont des tuyaux factices, voilà, ce ne sont pas de vrais tuyaux. Alors l'orgue, il faut le savoir, c'est l'instrument à clavier le plus ancien de tous, puisque le principe même de l'orgue existe déjà depuis avant Jésus-Christ. Depuis l'an 246 avant Jésus-Christ. Et il n'a eu de cesse d'évoluer, de s'agrandir, et en parallèle avec le changement de l'instrument, évidemment, les répertoires se sont développés, les compositeurs se sont adaptés aussi à l'évolution des instruments, et réciproquement, les instruments ont évolué aussi en fonction des compositions. Voilà, alors cet instrument, comme je vous le dis, c'est un instrument électronique, c'est un instrument d'étude, et donc les sons que vous entendrez ne sont pas réellement les sons que l'on entend sur un orgue à tuyaux. Les orgues à tuyaux, on les trouve le plus souvent dans les églises, bien évidemment, hein. Alors, on a cette habitude de dire, voilà, l'orgue, bien c'est l'instrument d'église, c'est l'instrument sacré. Ben, pas forcément, puisque pendant de très longues périodes, jusqu'au XIIIe siècle, l'orgue était un instrument complètement profane, qu'on ne trouvait pas dans les églises d'ailleurs, mais dans les rues, ou dans les arènes pour les combats gladiateurs. C'était un instrument très populaire. Et donc, effectivement, on en a maintenant pour la plupart dans les églises, et il y en a énormément en France, et de beaux instruments. La France est riche d'orgues anciens et aussi récents. Et donc, l'orgue est un instrument donc, assez imposant et assez majestueux, qui permet de jouer seul toute une musique. Tout simplement, il remplace l'orchestre. Et c'est Mozart qui disait lui-même « l'orgue est le roi des instruments ». Oui, parce qu'on n'est pas obligé de jouer avec d'autres instruments, avec des instruments à cordes, des instruments des cuivres, des percussions. Bien sûr, on peut faire de la musique de chambre, on peut jouer avec d'autres instruments, mais on est aussi soliste, indépendant. Tout simplement parce que l'orgue peut faire entendre plein de sonorités, toutes les sonorités de l'orchestre. Et l'organiste
avec ses 10 doigts et ses 2 pieds, ne joue pas qu'une mélodie, mais plusieurs en même temps. Voilà, il va réaliser une sorte de partition d'orchestre à lui tout seul. Alors, un instrument comme ça peut comprendre un clavier, 2 claviers, jusqu'à 5 voire 6 claviers. Le plus grand instrument en France en comporte 5. Il dispose aussi d'un pédalier. Tout simplement parce que pour chaque clavier, à chaque clavier correspond toute une quantité de tuyauterie avec des sonorités différentes. L'orgue de l'abbatiale du Cateau, qui est un magnifique instrument, qui est très très bien entretenu, donc la ville prend énormément de soin de cet instrument de l'abbatiale, est un instrument de 2 claviers pédaliers et comprend une vingtaine de jeux. Celui-ci, qui est encore une fois un orgue d'étude, en comprend un peu plus d'une trentaine. Alors, qu'est-ce que c'est que des jeux? Des jeux, ce sont tout simplement des sonorités différentes. Je vais vous faire entendre, par exemple, cette sonorité-là, par exemple. Voilà, ça correspond à une rangée de tuyaux. Je peux lui ajouter d'autres tuyaux qui vont donner une autre couleur. Ou par contre, d'autres tuyaux encore qui vont changer la couleur. Alors vous voyez, vous avez plein de sonorités comme ça qui font que cet instrument est un véritable orchestre. On peut orchestrer toute une partition. Alors évidemment, les instruments étant différents, le nombre de jeux peut être différent. Alors vous avez des instruments qui font, par exemple, 2 claviers ou un clavier avec un seul jeu, qui sont des orgues d'étude à tuyaux, encore une fois. Et vous avez des orgues comme à Notre-Dame de Paris, où vous avez 5 claviers et un pédalier avec 116 jeux. Il faut savoir que l'orgue le plus important du monde se trouve aux États-Unis, tout en haut d'une galerie, un peu comme les galeries Lafayette, d'un magasin, c'est impressionnant. Il comprend 6 claviers et il a plus de 300 jeux. C'est le plus grand instrument du monde. Je ne dis pas que c'est le plus beau. Voilà. Et donc, si vous voyez bien ici, cet orgue de 2 claviers permet donc d'étudier très facilement l'orgue, voilà, et nous allons pouvoir entendre maintenant une pièce, pour commencer, où vous pourrez, dans votre esprit, penser que ce sont 2 instrumentistes qui jouent, alors que c'est l'organiste qui joue. Donc vous aurez tout simplement un instrument sur un clavier et un autre instrument sur le clavier du bas, mais sans les pieds cette fois. Vous avez donc 2 instrumentistes, un sur le clavier du haut, un sur le clavier du bas, avec des sonorités qui sont différentes, sauf que là, effectivement, c'est l'organiste à lui tout seul qui va jouer les 2 parties. Donc je vais lire 2 parties instrumentales en même temps et les réaliser. Je vais vous faire entendre maintenant autre chose, et une autre partition, où là, vous allez voir plutôt 3 instrumentistes. Vous allez avoir la main droite qui va être jouée, on peut l'imaginer, par un flûtiste, la main gauche qui pourrait être jouée
par un oboïste ou un violoniste, et les pieds qui vont jouer une partie qui pourrait être jouée par un violoncelliste. Voilà, je vais jouer un petit extrait, et vous allez pouvoir constater que l'organiste fait un travail complet, et un peu intellectuel et physique. Vous avez entendu 3 parties différentes, 3 sonorités distinctes, tout ça joué par une seule personne. Donc c'est la richesse de cet instrument qui nous permet de faire de la musique seule, on va dire, hein, en toute beauté et en réalisant de très belles partitions. Alors, une autre chose où là vous allez voir effectivement un peu plus de technique, parce que l'instrument est aussi, comment je dis, un instrument où on peut faire de la vélocité, donc de la technique, un peu comme au piano, comme vous avez pu l'entendre dans une autre émission par Agatha Maïka. Le piano, lui, a un clavier beaucoup plus grand, hein, 88 notes. Il n'a qu'un clavier, forcément, et le principe, c'est de frapper des cordes. Mais là, nous avons plusieurs claviers, certes, mais les claviers sont plus courts. Ici, nous avons 61 notes. Parfois, certains instruments font 56, comme à la bassiale. Parfois, certains instruments anciens en font moins. Celui-ci fait quand même 61 notes. Et le pédalier en fait 30. Voilà. Et donc, on peut jouer les pièces rapides, évidemment, au clavier, comme au piano, c'est ce que je disais, et aussi au pied. Et on peut faire dialoguer, effectivement, les claviers ensemble. Parce que là, il faut pouvoir entendre aussi. Vraiment ce qu'on appelle une forme de toccata, où vraiment l'organiste joue sur des jeux un petit peu plus nombreux et plus aigus, plus vivants, et là il fait un travail qui est très virtuose, donc très rapide, un travail de technique. Voilà, évidemment tout ça s'apprend, hein, ça s'étudie, et c'est ce que nous faisons ici dans cette école de musique, et nous accueillons ici des enfants dès l'âge de 7 ans. Et je peux vous dire que c'est une vraie découverte pour eux, une vraie joie, un vrai bonheur à chaque fois, pour chacun d'eux, chacune d'eux. Et nous accueillons aussi effectivement des adultes. Hein. Voilà, je pense que le dernier adulte en date que nous avions cette année, je crois qu'il avait plus de 70 ans. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément découvert la musique avant, ou alors qui la découvrent à l'âge où ils arrêtent leur activité professionnelle, et pour eux c'est vraiment une découverte formidable, et les méthodes d'apprentissage sont vraiment adaptées, soit pour les petits, il y a toute une progression,
ou aussi pour les adultes. Les méthodes sont différentes et le contact humain est vraiment formidable. Donc les cours durent environ 30 minutes jusqu'à 45 minutes pour certains, puisque nous avons des étudiants qui ont déjà un niveau 3e cycle, qui sont déjà à un très bon niveau. Et donc, la classe est ouverte à cet instrument. Nous sommes prêts à vous accueillir. Je suis prêt à vous accueillir pour vous faire découvrir l'instrument, soit celui-ci ou celui de l'abbatiale, ce très bel orgue, et à vous former, à vous faire découvrir le jeu de cet instrument qui est vraiment passionnant. Voilà. N'hésitez pas, nous sommes là, monsieur le directeur et moi-même, pour vous guider, vous accueillir et faire que vous preniez beaucoup de plaisir à faire de la musique avec nous dans ce bel établissement de l'École de musique du Cateau. Et maintenant, quelques brèves. Le centre aquatique vous informe qu'à la suite de l'allègement des conditions d'accueil par le ministère des Sports et l'Agence régionale de la santé, la réservation pour les créneaux baignade et nageurs n'est plus obligatoire. L'inscription reste obligatoire uniquement pour l'espace forme bien-être, les activités aquatiques et fitness. L'Association des anciens combattants vous informe qu'en raison du Covid-19 et selon les directives gouvernementales et municipales, l'Association des anciens combattants a suspendu provisoirement les colis à ses adhérents, ainsi que le repas couscous du mois d'octobre 2020. En ce qui concerne le repas de fin d'année, aucune décision n'a encore été prise. Le choix se fera selon l'évolution de la pandémie et des directives gouvernementales. Et pour finir, la Perception vous prévient que le Trésor public au Cateau-Cambrésis fermera ses portes définitivement le 1er janvier 2021. Quant à moi, j'étais ravie de partager ce journal en votre compagnie. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site officiel et notre page Facebook Beffroi Vision, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Mais s'il vous plaît, restez vigilants, continuez de respecter les gestes barrières, le virus est toujours présent. Prenez bien soin de vous. Bye bye.